parti ainsi qu'à moi-même le pouvoir de décision et de gestion des affaires publiques. Le peuple camerounais a fait du RDPC, de son président national et du projet politique qu'ils incarnent les principaux garants de ses espérances, de son destin et de l'avenir de notre beau pays. Qu'avons-nous donc fait des espoirs fondés sur nous par nos compatriotes? Je répondais sans embâche en disant simplement que beaucoup a été fait, que beaucoup a été accompli, malgré les obstacles, malgré les difficultés et malgré les crises et leurs multiples conséquences. Et j'ajoute, au risque de chagriner les champions de la critique pour la critique, au risque d'appeler ceux qui ne voient que le mal partout, au risque de décevoir les ténors de la péroraison creuse et d'affliger les monumenteurs du chaos. Et j'ajoute, dis-je, que nous pouvons mieux, que nous devons être fiers des résultats que nous avons obtenus dans ces conditions si difficiles. Pour le bien du Cameroun et du peuple camerounais. Présidentielle 2025, la démocratie camerounaise face à elle-même au lendemain de la célébration des 40 ans du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont vous venez de suivre le président national Paul Biya dans un exercice qu'il affectionne fort bien. L'exercice se fait dans le miroir de Face à la République, édition du mois d'avril 2025. Sur le plateau de PRC-TV, d'éminents invités que présente Ebenezer Motale. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur ce plateau. Thank you very much, Jean Atangna. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to welcome you to this April 2025 edition of Nation on Stage. As Jean just said, we have some eminent men and women around the table who will take us through the program. I'll begin by introducing Madame Jean Soga Sone Ekolo. You are a jurist, right? Oui. You are a jurist and a card-carrying member of the FSNC party, the National Salvation Front, whose chairman is Minister Issa Chiroma Bakari. Exact. Yes, from 1991 to 1996, you were with the NUDP party, and you were one of the founding members, in actual fact. Then after 1996, you retired from politics to take care of your family, and you returned in 2011 to found, as one of the members, the FSN party, where you are now a special advisor to the chairman. 2 years after the creation of that party, you were appointed the Secretary General of the party, and you have remained the special advisor to the chairman. Welcome to the program. Merci, merci. Bonjour. Yes. On my far right is Professor Michel Oyan. You are a political scientist. You specialized in electoral sociology and at the same time in political marketing, how to use words, to get voters, people to vote for your candidate. Now, you read law and political science at the University of Yaoundé 2 at SOA. Yes. You got a diploma too from the University of Nantes. You studied in Douala as well, and presently you are teaching at the university, the same university you got your undergraduate degree, University of Yaoundé 2 at SOA, and also at the War College in Yaoundé. Écoutez, je vous remercie pour l'invitation. Je suis également donc professeur associé dans plusieurs autres universités et grandes écoles, mais je suis enseignant permanent à l'Université de Yaoundé 2 à SOA. Yes, but you're also a writer. Your first book was titled
I have it right here. Le président Biya face à l'élection présidentielle 2018. And your second book is L'état civil de étatisation, tome 1 et 2. Thank you very much. Merci de l'invitation. Yes. On my far left is Honorable Kamsulum Abba Kabir. You are a CPD member of parliament representing Legon and Shari in the far north, of course. And you are the first questor with responsibilities to scrutinize the financial management of the National Assembly. Yes. At one point 2 years ago, you said the National Assembly was getting into trouble, into debt of 22 billion. So people out there know you as a whistleblower for that. But a lot of people also know you as one who is the spokesperson of the Arab Shura of Legon and Shari. But what is interesting is that they know you there as the builder of peace. How do you explain that? You are the builder of peace in Legon and Shari? Yes, I'm one of the builders of the peace. I'm not alone. So anyway, thank you for having me here in this audience. Thank you very much. And we also have a regular on the program, Madam Amatutu Mona. You were born in Limbe, but your hometown is Mbengwi. You were once Secretary of State for Trade, and you are a household name because you were the Minister of Arts and Culture for 9 years, from 2007 to 2015, I think. And you studied linguistics from the University of Montreal in Canada. Probably that explains your perfect bilingualism. Then 2 years after leaving government, you are appointed in the Musonge Commission, which is the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. Welcome to the program. Thank you for having me once more. I'm very grateful to be here, and I hope we'll have a lot of food for thought. Cham. Le saviez-vous, sinon je vous l'apprends. Elle existe, elle vit la démocratie au Cameroun. Je l'ai rencontrée à travers l'organisation régulière des élections plus transparentes, à travers une participation plus représentative et multipartiste, à travers un organe indépendant, et les CAM, chargé de l'organisation et du contrôle des opérations électorales au Cameroun seulement. En marche vers l'élection présidentielle d'octobre 2025, le Cameroun connaît comme une surenchère de vents contraires diversement interprétés. Pour les uns, c'est le signe de vitalité d'une démocratie en mouvement. Pour les autres, c'est un signal qui annonce les prodromes, je veux dire les signes avant-coureurs de la stratégie du chaos concoctée par des compatriotes en mal d'affirmation politique, si j'ose dire, en quête d'apaisement et de responsabilités sociales pour préserver le bénéfice de la démocratie si chèrement acquise, si patiemment construite au cours des 4 dernières décennies sous la houlette incontestée du président de la République Paul Biya. Eh bien, Père CTV ouvre le débat et place la démocratie camerounaise face à elle-même, face à ses évolutions, malgré les convulsions. C'est l'objet des échanges approfondis auxquels vous êtes conviés, mesdames et messieurs. Alors, question à tous, question à chacun des invités ici présents pour prendre le pouls de la nation, pour prendre la température du corps social au Cameroun aujourd'hui. Démocratie, comment ça va? Professeur Michel Oyan, le regard du politologue que vous êtes est sollicité en premier appel. Écoutez, démocratie, comment ça va au Cameroun? C'est une question vaste. Je pense que nous ne faisons pas assez attention pour savoir d'où nous venons. D'où venons-nous? Nous venons d'un système autoritaire, pour ne pas en dire plus. Nous venons d'un système autoritaire, pour ne pas dire dictatorial. Il faut savoir que de 1966 à 1990, nous avons été inscrits dans un système monolithique, un système monopartisan qui instaurait alors un seul parti politique. Un seul parti politique, une seule vision politique, une seule option politique, et donc
on ne pouvait pas faire le choix dans la liberté d'avoir un parti politique à gauche, un au centre, un à droite. Nous venons de très loin au Cameroun. Il faut savoir qu'en 1990, le président Paul Biya a porté un certain nombre d'innovations sur le plan social et politique, parmi lesquelles la libéralisation de notre système politique. Qu'est-ce qui s'est passé en 1990? En décembre 1990, il y a un ensemble de lois qui ont été prises, votées pour la communication sociale, pour libéraliser la communication sociale, pour libéraliser les partis politiques, de faire en sorte qu'il y ait l'ouverture à la compétition politique. Et depuis 1992, mars-avril 1992, les premières élections municipales et législatives, le 11 octobre 1992, organisation de la première élection présidentielle pluraliste, et depuis 1992, ce cycle de compétition politique, ce cycle de libéralisation politique, ce cycle de démocratisation ne s'est plus jamais arrêté. 1997, 2004, 2011, 2018, nous sommes aujourd'hui en 2025, le Cameroun, à travers le président Paul Biya, a toujours tenu le pari d'organiser à chaque période convenue l'élection présidentielle. Pour ce qui est de la présidentielle, le Cameroun a toujours, conformément à la Constitution, à la loi électorale, respecté l'organisation régulière des élections locales. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, il y a la compétition politique présidentielle qui est en vue. C'est tout à fait normal qu'il y ait des mouvements, qu'il y ait des soubresauts, qu'il y ait un certain nombre d'agitations. Mais ça doit être des agitations positives, dans le sens de se mettre en mouvement pour préparer la compétition politique. Alors, la démocratie camerounaise ne se porte pas aussi mal que ça, parce que nous venons d'un système monopartisan, d'un système monolithique. Aujourd'hui, nous sommes dans un système multipartiste, nous sommes dans un système libéral, nous sommes dans un système démocratique. Évidemment, la démocratie est un processus qui ne s'arrête pas. Nous avons commencé avec la loi de 90 sur les partis politiques. Aujourd'hui, avec toutes les institutions qui sont mises en place par le président de la République, la décentralisation, le Parlement qui s'est bonifié à travers la mise sur pied d'une deuxième chambre, le Sénat, toutes les institutions qui existent, le code des CTD, des collectivités territoriales de la décentralisation, je pense que toutes ces institutions sont la preuve que la démocratie camerounaise avance. Elle n'avance peut-être pas à grands pas comme certains le souhaiteraient, mais elle avance quand même. Et il y a un homme... Lentement mais sûrement. Elle avance lentement et sûrement. Alors, je voudrais poser, si vous permettez, je pose la même question à l'honorable Kamsoulou Abakar Kabir. Bienvenue sur le plateau de PSC-TV. Alors, comme un Toubib son patient, comment se porte la démocratie d'où vous sortez? Vous sortez du Logo-Nechari, dans l'extrême nord Cameroun. Oui, je suis... Mais vous êtes député de la nation. Je suis député de la nation et à ce titre, je représente tout le Cameroun. Mais il faut dire que je viens de quelque part. Et donc, c'est le Logo-Nechari où toutes les populations, Kotoko, Arabchouam, Mousgoum, Sahara, Massa, tous ensemble, nous sommes derrière le président de la République. Donc, c'est dire que malgré cette diversité, nous avons une position commune. En ce qui concerne la démocratie, et je pense que l'orateur qui m'a précédé a suffisamment parlé, mais on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit un long fleuve tranquille. C'est comme il y a des zones de turbulence, des tourbillons, mais le fleuve continue toujours à avancer. Et donc je crois que il ne fallait pas s'attendre à ce que tout se passe comme nous le souhaitions à RDPC. Il faut qu'en face de nous, il y ait des gens qui contestent, qui disent tout, mais ce que nous voulons, c'est une démocratie apaisée. Mais nous sommes aussi prêts à gérer cette turbulence, parce que nous avons la majorité, nous sommes conscients de notre puissance. Donc les agitations qui se font à gauche, à droite ne nous impressionnent pas. En tout état de cause, les gens veulent vendre la démocratie aux enchères. Mais nous, RDPC, nous voulons la vendre au prix coûtant. Voilà ce que je dis de la démocratie. Yes, thank you. Madam, now, on this our opener here, we're talking about your appreciation of democracy in Cameroon since President Paul Biya came to power. What do you make of it? Well, I would look at it from the person, that is the head of state himself, because his style gives us the pace of how
and what will be done. And he has a very interesting and very unique style. He is very prudent. President Biya is a man of dialogue. And then he's constantly searching for peace. So with these dynamics, you can only have a process that is calmly and surely being carried out with all what it needs to be successful. Because when you're not prudent, you cannot carry out anything. When you're not searching for things that grounds a nation, you cannot carry out anything successful. So those three things make and set the pace. I think I won't go back to all what the professor, who is one of our eminent panelists, has said. I think I would like to rest my case on these three issues because they are the grounding factors of the politics, and that dynamics will carry us and is already carrying us. Thank you. Yes, Madam, you have a background as one of the founders of the NUDP party. Now you are with the FSNC. What do you make of democracy in Cameroun since President Paul Biya came around? Alors, moi, disons que je ne vais pas reprendre les propos des co-panélistes RDPcistes. Je vais essayer d'exprimer un avis sur la situation globale au Cameroun. C'est-à-dire comment est-ce que le Cameroun réagit à la proposition faite par le président Paul Biya. On ne va pas faire le procès d'intention, parce que l'intention est là, la volonté est là. Le professeur à ma droite l'a suffisamment étayé. C'est la réponse à cette proposition qui donne à réfléchir. Il y a une espèce d'ensauvagement de l'ambiance politique en général qui est dommageable et qui donne à penser ou à croire que le Cameroun vit des turbulences. En réalité, je pense que le mal-être vient de ce qu'il n'y a pas la réplique adéquate à cette volonté de perturber le climat ambiant. Et cette réticence ressemble bien au style de la personne qui est aux commandes de ce pays depuis bientôt 43 ans et qui a brillé par sa tempérance, sa volonté de tempérer les choses. Et peut-être que le public, les Camerounais en général, le citoyen camerounais, aimerait une réponse un peu mieux articulée pour être mieux comprise par les non-initiés. Parce que nous ne sommes pas tous initiés à la politique. Le citoyen camerounais est un profane, pour la plupart, dans la grande majorité. Il ne comprend pas bien ce que c'est que la science politique. Et donc il interprète les signaux de manière différente de ceux qui sont considérés comme les initiés de la politique. Alors ce que je vais dire simplement pour essayer de traduire ce qui nous vient de la base, qui nous vient du terrain, c'est qu'il y a une sorte d'interrogation, je ne vais pas dire inquiétude, parce que ce serait peut-être, on va dire, donner une idée négative de l'image qui est. Mais il y a des questions, des questionnements qui nous viennent de la base et qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nous ne pouvons pas exprimer nos différences dans les idées politiques et les avis politiques que nous avons, les opinions politiques, autrement que comme elles s'expriment aujourd'hui dans la violence verbale, dans la violence physique. Parfois, il faut quand même en parler, il faut dire que c'est une attitude qui perturbe la lecture, mais qui peut-être est faite à dessein, mais qui en réalité est contre-productive. Parce que je ne connais pas un seul Camerounais, et je pense que nous serons tous d'accord ici autour de cette table, qui accepterait de confier son avenir à une personne qui est prête à l'agresser pour ses idées, prête à le contraindre à penser comme elle. Voilà. L'idée que je me fais donc de l'ambiance, c'est qu'il y a des questions qui se posent, il faut apporter des réponses à ces questions pour rassurer les Camerounais sur le fait que la conduite de la démocratie au Cameroun ne va pas bouger d'un iota. D'ailleurs, nous avons des preuves assez tangibles de ce que sont les intentions des gouvernants. Voilà.
Madame Soka, vous parlez à votre qualité de secrétaire général du Fonds du Salut national du Cameroun. Et à vous écouter, je suis tenté de vous titiller un peu. Quelle est l'ambition réelle de votre parti par rapport à l'élection présidentielle qui est annoncée? Est-ce que le candidat du RDPC peut continuer à compter sans condition sur le soutien de votre parti, le FSNC, le Fonds du Salut national du Cameroun? Bien, alors, sans condition, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que la politique sans condition n'existe pas. Et la condition sine qua non du FSNC, c'est, la réaction de sa base. Qu'est-ce que sa base pense véritablement de ce qui se passe au Cameroun? C'est ce qui nous importe. C'est la question que nous avons posée en 2011, c'est celle que nous avons posée en 2018 qui nous a permis de nous positionner d'une certaine manière. C'est celle que nous poserons en 2025 lorsque nous aurons une meilleure visibilité sur les candidatures réelles. Parce que ce qui est annoncé, je le répète, c'est encore des intentions. Dès lors que nous aurons cette visibilité-là, la base nous dira exactement quelle est la position que nous devons avoir. Et je pense qu'il faut faire confiance au peuple. Dire aujourd'hui que nous avons telle ou telle intention, comme si nous, nous voulions leur dicter leur conduite, ce serait ne pas respecter ce qui nous emmène à ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Merci, mesdames, messieurs, pour ce premier tour de table. La démocratie camerounaise face à elle-même, et c'est dans Face à la République, avril 2025. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour nous interroger sur les manœuvres préélectorales en cours. S'agit-il d'une effervescence normale ou du bouillonnement des choses annoncées? On se retrouve tout à l'heure. La démocratie, c'est comme le visage de Janus. Mais prenons une métaphore plus simple, c'est comme une médaille. Côté pile, c'est le débat, c'est la confrontation des idées. Côté face, ça peut être, hélas, le déni même de la démocratie. En contexte camerounais, cette dépravation des mœurs démocratiques se singularise par la montée en puissance des discours de haine et des actes de violence. Rien n'a échappé au cahier d'actualité de notre chroniqueur maison, Sabrina Nji. Is rising in Cameroon as the pre-electoral period approaches. It is a decisive time filled with uncertainty for many candidates and their supporters. Anxiety is palpable. Some activists and political leaders are feeling the pressure leading to uncivil behavior. Social networks and media platforms have become key tools in this landscape. Unfortunately, they often fuel discourteous and aggressive behavior. Some radicals are crossing the line, insulting and harassing public authorities during their official trips. Hate speech and tribalism are creeping into the conversation. It is alarming to see citizens taking the law into their own hands. Many ignore legal channels meant to address grievances from opposition parties. In response, the head of state, His Excellency President Paul Biya, is urging everyone to maintain good conduct. Public institutions are calling for calm during this tense time. National peace and unity must not be compromised. The government continues to emphasize the importance of tolerance and cohabitation. As the clock ticks down, the hope is that all actors will contribute to a peaceful electoral process. Professeur Yann, vous avez suivi cette présentation de la situation qui prévaut au Cameroun, mais on se dit et on constate qu'au-delà des discours de haine dont nous avons parlé, on assiste à des tentatives ou à des initiatives de regroupement, de rapprochement entre les partis politiques, tant de la majorité présidentielle que des partis politiques dits de l'opposition. Alors, quel crédit donner à cette effervescence politique que d'aucuns assimilent à un bouillonnement en préparation du spectre de chaos que l'on projette sur le Cameroun? Écoutez,
projeter le chaos dans l'espace social et politique du Cameroun, c'est ne pas connaître le Cameroun. Le Cameroun est un pays qui a une vieille tradition politique et qui ne peut pas oublier le traumatisme de l'indépendance de notre pays. C'est pour cela que les acteurs politiques qui s'inscrivent dans l'ensauvagement de la vie politique ne comprennent pas et ne peuvent pas avoir un avenir politique dans un pays comme le Cameroun. Vous savez, le président Biya a inscrit son action politique dans une gouvernance de tolérance sociale et politique, dans une gouvernance de partage et de co-responsabilité, et enfin dans une gouvernance de justice sociale, même si évidemment rien n'est parfait. Il faut comprendre la scène politique comme un champ de guerre, mais c'est une guerre symbolique. Le champ politique est un champ de guerre, et cette guerre symbolique se fait par les urnes. Elle ne se fait pas par la violence physique, par la violence verbale. Les luttes politiques ont pour objectif la légitimation de l'ordre politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez un projet de société sur le plan du développement local, vous proposez des candidats à travers votre parti politique pour que vous ayez des élus locaux dans les mairies, donc dans les collectivités territoriales décentralisées, pour que vous puissiez développer le Cameroun, n'est-ce pas, sur le plan local, à travers la vision que vous avez de la société camerounaise. Sur le plan national, si vous avez une vision que vous voulez proposer aux Camerounais, les Camerounais ne sont pas dupes. Ils connaissent, ils observent la scène politique, ils observent les acteurs politiques. Ils savent qui est crédible. Les électeurs camerounais savent qui est crédible, qui n'est pas crédible. Lorsqu'en 2018, le président Biya remporte la présidentielle avec plus de 71% des suffrages valablement exprimés, ce n'est pas au hasard que le président Biya a été réélu avec un tel score. C'est parce que les Camerounais savent que en ce grand homme, il y a un investissement sûr, il y a une assurance de la stabilité sociale et politique au Cameroun. Ceux qui s'investissent en politique et qui mettent la violence comme un projet politique, comme un fonds de commerce politique, ne peuvent pas, je le répète, avoir un avenir politique dans notre pays. Pour finir sur cette question précise, je pense que le président Biya est un homme qui est tolérant, qui est fondamentalement démocrate. Il est peut-être même trop démocrate. C'est pour cela que certains prospèrent. Parce que, à d'autres temps, je vous assure que certains acteurs politiques que j'observe là, ils seraient peut-être à la 11e province, comme on le dit. Tu observez-vous à votre gauche? Écoutez, j'observe certains petits partis politiques. À la gauche politique? Non, j'observe certains petits partis politiques qui s'agitent et qui ont amené une violence inouïe, une violence vraiment inouïe dans la scène sociale et politique du Cameroun. Vous savez de quel parti je parle, mais je ne le prononcerai pas, parce que je ferai sa promotion sur ce plateau. Donc, il ne faut pas s'étonner de certains comportements, de certains discours de ces acteurs politiques-là. Mais sachez que lorsque vous faites de la sociologie électorale, lorsque vous faites du marketing politique, les électeurs savent à qui ils peuvent confier leur destin. Et c'est pour cela que le président Biya est toujours réélu depuis 1992. Je parle de la période libérale, donc de la période multipartiste. Il ne faut pas s'étonner, mais il ne faut pas non plus trop s'inquiéter, parce que ces acteurs politiques-là qui s'inscrivent dans le chaos, dans les discours haineux, dans la violence, les Camerounais ne leur feront jamais confiance. Vous pouvez me croire. L'histoire politique existe, elle n'est pas seulement camerounaise, elle est universelle. Les acteurs politiques qui se sont inscrits dans la violence politique ont généralement eu une petite vie politique, pour ne pas dire, ils n'ont pas eu d'avenir politique. Yes, sir, madam. We see the situation at this moment, something like 6 months to the presidential race. Activities by political parties, the political elite are going back to their constituencies, organizing meetings and so forth. What do you make of this democracy where everybody is able to travel to talk to their constituents, talk about their registration and so forth? What do you make of that kind of democracy? I think it is a result of the president's attitude. I keep coming back to it because it's a very important aspect. And then I think also people forget that at the beginning, in
around 1982, he made the tour of the 10 provinces. I think we should consider two areas here. There's a spiritual part and there's a, material part. On the spiritual line, we gave all the traditional chiefs in this country, 10 regions, gave him all the confidence. You cannot withdraw that blessing. And what he has done in a very consistent manner is to keep that going. You don't fight. To me, it is a weakness when you find people preaching negativity, preaching war, preaching violence. It's also a sign of insecurity. I think the president has been steadfast and people are moving. It's true. We find that there are some, hitches in certain regions, but I think in all his work of life, you have seen that he's tried to maintain peace. Make sure that there's a stability in the institutions. It is because of this stability in the institutions that we are able to go back to our roots, to go back to our villages. It is because the institutions are still strong, regardless of what people say. The institutions stand firm. We go to other countries. When you leave the capital, you don't find the institutions with that. But you go to any, very small village, the institution is there. So stability in the institution, it permits people to be able to move. And then a resilient economy. Things are hard. We've gone through COVID, we've gone through economic, all sorts of hurdles internationally. But it is tough. But Cameroonians are very, very smart. And I agree with the professor when he says that people are not dumb. Nobody wants violence. And we're seeing what violence brings through Boko Haram and other things. So these people sometimes try to use, some kind of psychological battle because in front of the President Biya, there's no match. So to me, I see two areas. I see the first area is the fact that the head of state is steadfast. He's very tolerant and has kept this country in such stability that we can still move around. The country is still one and indivisible. We are still in a state where we have many tribes, but we still maintain the uniqueness of who we are, and we're trying very hard to live together. I say trying very hard because people try all sorts of games and schemes to destabilize the country. So, and during election period, you become a lame duck. And those are the times when you see violence heightening because it's like a marketplace. And the proof that our democracy is very alive is because people can challenge each other. But there's a borderline. There should be a borderline where you don't cross. And as he said, maybe he's doing sometimes a bit too much, in the sense of peace. So I think that it is a laudable, it's a dangerous period also, and I think that the stability of the state, the institutions will permit us to go through very, very peaceful elections. Honorable Kamsoulou Mabakabi, je voudrais vous interpeller sur une autre situation que l'on observe. Il y a des associations qui, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, sont étiquetées pour leur rôle trouble, le rôle trouble qu'elles joueraient dans la perspective donc, de semer le chaos. Quel peut être le niveau de gravité de ces manœuvres qui semblent déborder le cadre préélectoral? Oui, avec l'approche de l'élection présidentielle, comme je disais tantôt, c'est le temps des enchères. Donc on ne devrait pas tellement s'étonner. Mais nous disons qu'après plus de 30 ans de démocratie, les règles du jeu devraient être comprises et que nous devrons avoir suffisamment de fair play et travailler sur le terrain. Au lieu
de faire du boucan, de s'aimer la haine. Et généralement, ce qui est regrettable, c'est que ceux qui s'aiment la haine ne sont pas au Cameroun. De loin, ils sont en train d'injecter le poison de la haine entre les Camerounais. Et ils sont à l'abri des problèmes que nous vivons tous les jours. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous avons expérimenté une véritable démocratie. En 1992, le RDPC n'a pas eu la majorité absolue il a fallu qu'il s'associe à un autre parti pour pouvoir faire passer les lois. Et les Camerounais ont expérimenté les charmes nouveaux des nouveaux partis. Et passé ces délais, ils ont compris en fait que ces nouveaux partis ne pouvaient pas apporter grand-chose plus que le RDPC. Et il y a un consensus national autour du président de la République. Il a ces 10 racines qui sont profondément enfouies dans les 10 régions du Cameroun. Alors, c'est un gros baobab qu'on ne peut pas terrasser. Et il reste que peut-être il faut prendre la hache. Et cela, nous ne le permettrons pas. Je crois qu'effectivement, comme disait tantôt Madame le ministre, il y a une dimension qui n'est pas facilement perceptible au président. C'est un homme d'État, le chef de l'État, le président Paul Biya. Et il a le sens de la mesure. Parfois, nous-mêmes qui sommes partisans du RDPC, nous aurions souhaité qu'il aille plus vite. Mais à la fin, après l'expérience, on se rend compte qu'il avait raison de tempérer et de prendre son temps parce que le Cameroun n'est pas un pays comme les autres, c'est un pays extrêmement complexe. Nous avons une diversité qui fait notre richesse et aussi qui fait notre faiblesse. Donc je pense que dans tout cela, il a su faire la balance. Il avait annoncé la création du Sénat. Tout le monde avait voulu que dans les 2, 3, 4 ans, la Sénat vienne. Il a pris le temps. En fait, moi j'ai toujours dit que le président de la République était un homme sans montre. Il savait, il n'avait pas besoin d'une montre pour gérer. Il avait cette intuition, même s'il regarde souvent sa montre, c'est une montre qui est une autre dimension. Il a l'intuition de percevoir et de capter le moment nécessaire, le moment juste pour passer à une autre étape. Et c'est pour cela que cette démocratie qui a vu le jour avec les élections multipartistes de 92, et j'ai dit, il a eu le courage de dire quelque chose que certains chefs d'État africains ne pouvaient pas le dire. Ne dire pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. L'avoir dit comme ça, c'est parce qu'il a pris essentiellement, c'est qu'il a une assise populaire certaine et que malgré toutes ces agitations, il finira par en sortir vainqueur. Donc je crois que c'est dommage que les Camerounais prêtent une attention parfois attentive à ces agitations. La nouvelle dimension, l'atmosphère digitale, c'est-à-dire les réseaux sociaux également participent également à enflammer cette haine, mais je crois que tout cela va s'apaiser quand nous aurons passé ces élections parce que nous sommes sûrs de traverser le cap. Alors je voudrais recueillir votre avis. Quel est le regard que pose la communauté internationale sur la situation qui prévaut en ce moment au Cameroun? Alors, la société ou communauté internationale, c'est selon que vous choisissez le concept, vous êtes journaliste, a un regard qu'il faut nuancer sur le Cameroun. Il faut savoir qu'il y a une communauté internationale qui a des relations historiques et politiques avec le Cameroun. Il y a certaines puissances qui ont eu des relations et qui ne sont pas toujours des relations, on va dire, heureuses sur le plan historique avec le Cameroun. Alors, certains de ces États-là peuvent avoir la volonté d'envoyer des représentants dans un pays comme le Cameroun. Et si vous regardez le désordre qui se passe au niveau international, c'est-à-dire les Camerounais qui manifestent à l'extérieur, regardez bien les pays dans lesquels ils font ces manifestations-là. À travers ces agirs, vous devez comprendre qu'il y a peut-être des puissances qui sont derrière et qui les manipulent pour déstabiliser le Cameroun. Je voudrais rappeler qu'en 2020-2022, le président Biya n'a pas renouvelé certains accords de coopération avec certaines puissances. Et qu'il est donc l'émanation du peuple camerounais. C'est le représentant souverain du Cameroun en tant que président de la République. Mais ne pensez pas que dans la nuit, il y a des opposants qui ne vont pas dans ces puissances étrangères-là pour essayer de dealer afin de prendre la tête de l'État. Ne le pensez pas. Il y en a qui le font et vous pouvez les identifier à travers les discours qu'ils tiennent, à travers les actions qu'ils posent. Donc, mais il y a aussi des acteurs internationaux en tant qu'État qui ont des relations, on va dire, de coopération économique, sociale et culturelle avec le Cameroun. Mais je finirai ce propos en disant qu'il n'y a pas d'amitié
entre les États. Il n'y a que les intérêts. Donc que ce soit les anciennes puissances coloniales, que ce soit les puissances économiques et militaires aujourd'hui qui entrent en relation, en coopération avec le Cameroun, nous devons tout faire pour toujours tirer le meilleur parti de ces transactions. Il faut faire très attention avec les anciennes puissances parce qu'elles ne veulent absolument pas d'un président qui est l'émanation du peuple souverain. C'est le cas du président Biya. Le président Biya est élu par les Camerounais, mais je vous le dis, toutes les études que nous faisons, que ce soit des ouvrages, que ce soit des articles, nous montrent que c'est un homme qui est respecté, c'est un homme qui est aimé par les Camerounais, c'est un homme qui est apprécié par les Camerounais et les Camerounais continuent à lui accorder leur confiance. And that, Professor, when you consider that he had more than 2 million votes in 2018, the second candidate didn't have even 500,000 votes, was 400 and something thousand votes. So, but in any case, we are going to take a very short break and we'll be back for part 2 of the program. In 4 decades, the New Deal has made tremendous advances in the area of democracy and progress. There has been the active involvement of other parties in the decision-making process, and new institutions have been put in place to possibly satisfy political demand. My colleague Ngura Abdul Kadir has more. Une politique d'ouverture dans un environnement tumultueux et incertain, un style en tout point unique. Le mendiant de l'appel au président de la République, Paul Biya, l'est aussi bien dans le discours que dans ses méthodes de gouvernance. Paul Biya, en 42 ans de magistère, a tracé la voie et assume son statut d'architecte d'une démocratie apaisée, formule tout trouvée pour promouvoir le vivre ensemble et répondre aux besoins des Camerounais. Sa majorité imposante au Parlement n'a rien empêché le président national du RDPC de militer pour une composition multicolore des bureaux des 2 chambres. 6 formations politiques considérées comme des opposants farouches et historiques à son parti sont ainsi conviées à la table de partage du pouvoir et siègent au Sénat à la faveur du privilège de nomination reconnu au président de la République. L'UNDP, le FSNC, le SDF, l'ANDP, le MDR et l'UPC bénéficient de cette politique d'inclusion au sein des assemblées électives. À ces leaders de formation politique s'ajoutent diverses autres personnalités qui, malgré leur étendard d'opposants, ont saisi la main tendue du chef de l'État, Paul Biya, pour intégrer l'équipe gouvernementale. Le multipartisme fait ses pas, la démocratie s'effraie un chemin, les institutions s'étoffent progressivement pour satisfaire la demande politique. L'idée est de renforcer le vivre ensemble dans le quotidien des Camerounais à l'heure où le discours de haine, de démagogie, tente en vain de perturber le climat social. Face à cette préoccupation, le président Paul Biya prescrit la sensibilisation, la prévention, l'éducation des masses. C'est le sens à donner à la création en 2017 de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le grand dialogue national, convoqué en 2019 par les bons soins du chef de l'État, a accouché d'autres initiatives devant contribuer au renforcement de la cohésion nationale. Ce fut un rendez-vous d'échange approfondi sur le présent et l'avenir du Cameroun, relayé par plus de 600 organes de presse écrite, une centaine de radiodiffusions sonores, une trentaine de chaînes de télévision et des milliers de médias en ligne. Le paysage médiatique a aussi pris du volume au fil du temps, faisant du Cameroun un modèle de pluralisme en la matière et d'exercice des libertés fondamentales. Yeah, thank you very much, Abdul Kadir, for that report. Now, at this time, Madam, can you give us a sense of some of the mechanisms that are in place for this peaceful democracy that we have been enjoying all this while? I'll talk about certain institutions that we put in place. I'll not give it in a chronological order, but I'll just give them like that. The space and actions of the fight against cyber criminality. You also have the commission. I didn't want to start with the commission of National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism.
You also have programs that have to do with peace, education of peace. You also have the National Council of Communication. You also have the Constitutional Council. You also have the Senate, because those were elements that, institutions that were very highly demanded. You also have the Social and Economic Council, because we don't mention it, but it has a very important impact on, our social cohesion. Après, on vient de lui attribuer un nouveau local. Yes, and then you also have the decentralization, the National Council for Decentralization. So just to name a few, there are others, and then there's a search for reinforcement of the judiciary and the judiciary area, and then I think I'll talk about the role of not only the media, but having the media being monitored, and even in the cyberspace. So that's to name a few. I'm sure I've left over some. Honorable, le Parlement en général, l'Assemblée nationale dont vous êtes membre du bureau, est une arène de débat, de confrontation. Alors comment vit-on au quotidien lors des sessions, comme c'est le cas, nous sommes en mars 2025, comment vit-on la démocratie apaisée à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Bien, je pense que au sein de l'Assemblée nationale, j'allais dire que l'avancée confortable, la majorité confortable du RDPC fait que même s'il y avait une agitation, elle serait contenue. Puisque s'il faut appliquer les règles de droit et de vote, je pense que le problème ne se pose pas au niveau de notre Assemblée nationale. Et encore que nous avons des mécanismes à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui permettent à ce que toutes les formations politiques et chaque député a droit à la prise de la parole. Tant dans le cas, lors des questions orales ou bien lors des examens de loi. Donc je pense que nous, on ne se souvient pas que depuis cette 10e législature qu'il y ait eu des entraves. Bon, certes, de temps en temps, il y a des questions de forme, c'est-à-dire les dépôts tardifs des lois de finances, tout cela donne l'occasion à faire une surinterprétation ou bien une revendication qui est tout à fait légale. Mais je ne pense pas que cela pose des questions de démocratie, il se pose plutôt des questions de procédure. Donc je crois que dans l'ensemble, et que ce soit à l'extérieur de l'Assemblée nationale, les députés ils sont dotés des moyens pour aller porter la parole, c'est-à-dire rendre compte de leurs activités librement sur le terrain. Donc il me semble qu'au niveau du Parlement camerounais, il n'y a pas de problème relatif à la démocratie. Mais lors de la composition du bureau de l'Assemblée nationale, par exemple, ou du Sénat, on constate quand même qu'il y a volonté d'associer l'ensemble des forces politiques représentées. Ce n'est même pas une volonté, c'est une règle de jeu. C'est une règle de jeu qui veut que le bureau du Parlement devra refléter la composition des partis à l'intérieur de ce Parlement. Il n'y a pas que parce que nous sommes majoritaires que nous pouvons nous arroger de tous les postes. Il y a une règle de répartition qui fait que chaque parti représenté à une certaine hauteur peut avoir droit à entrer au bureau et avoir à présider des commissions générales. C'est le règlement intérieur. C'est le règlement intérieur qui le précise. Qui a été élaboré dans le sens consensuel. Tout à fait. Je pense que c'est quand même le lieu par excellence de la démocratie. C'est tout à fait. Okay, thank you very much. Now, Professor, what would you, if you have realized it over the years, President Paul Biya has been sharing power, bringing in other parties to be with him, to accomplish the Cameroon project. Now, if you look at that, how, as a political scientist, how would you analyze that, sharing power with people who don't have your political kind of belief? Mais écoutez, le président Biya s'illustre par une gouvernance de partage. C'est la communion politique. And we are talking about the peaceful democracy. Bien sûr, c'est une démocratie vraiment apaisée. Et le président Biya montre à travers ses gestes
son ouverture d'esprit, son ouverture sociale, son ouverture politique. Vous savez, le Sénat de notre pays, qui est la Chambre haute du Parlement, a la particularité d'avoir 100 personnes. Et la Constitution précise qu'il y a 70 sénateurs qui sont élus et 30 nommés. Mais le président n'est pas obligé du tout de nommer les sénateurs des partis de l'opposition. Il n'est pas tenu par la Constitution. Mais il le fait pourquoi? Il le fait parce qu'il pense que le RDPC, qui est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dont il est le président national, ne doit pas gouverner seul. Il doit gouverner avec d'autres Camerounais qui ont une vision différente du Cameroun, à condition que ces Camerounais mettent le Cameroun au centre de leurs préoccupations sociales et politiques. C'est pour cela qu'il y a des partis tels que l'ANDP, tels que le FSNC, tels que l'UNDP, le MDR, qui sont associés dans une institution comme le Sénat. Vous voyez, il y a un certain nombre de sénateurs qui émanent de ces partis politiques-là, mais qui en réalité relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Cela est la volonté claire que le président Biya est un homme d'ouverture. Le Cameroun, ce n'est pas seulement le RDPC, c'est le message qu'il envoie à la nation. Le Cameroun, ce n'est pas seulement son parti politique. Parce qu'en 1985, lorsqu'il met sur pied le RDPC, il a une vision qui est une vision de rassemblement. Eh bien, le rassemblement, ce n'est pas seulement à l'intérieur du RDPC. Le rassemblement, c'est aussi au-delà du RDPC, rassembler toutes les filles et tous les fils de la nation afin de gouverner ensemble. Je suis très, très, très content de savoir que sur ce plateau, il y a Madame la secrétaire générale. Well, she is going to tell us about that because she is a beneficiary of President Justement, Biya's peaceful alors justement, democracy. Madame Soka, le FSNC est un parti allié au président de la République. Au président de la République, oui. Et bénéficie, comme vient de le dire Ebenezer Motale, de cette politique d'ouverture en prenant part justement aux différents gouvernements formés depuis l'instauration de cette démocratie apaisée. Alors que répondez-vous à ceux qui semblent vous attaquer et qui disent généralement, tu vois en ce gouvernement de partage, pour emprunter à l'expression du professeur, une dilution des efforts du parti majoritaire au pouvoir et une entorse même à la règle démocratique qui veut que le primat, la primeur, la primauté soit réservée à la majorité dans l'exercice du pouvoir? Ce que je vais dire, ce que je vais leur répondre, c'est qu'ils gagneraient véritablement à connaître celui qui est, qui tient les rênes de ce pays. En réalité, tout cela vient de sa formation, de ce qui a fait l'homme Biya. Ceux qui ont lu Platon retrouvent dans les mécanismes démocratiques implémentés par le président de la République ce dont parle Platon dans ses ouvrages. Ceux qui ont lu d'autres comme Voltaire, comme Victor Hugo, retrouvent dans les mises à contribution et les outils utilisés dans l'implémentation de la démocratie à la camerounaise, le résultat de ces voyages littéraires. Donc, moi, je vais dire aux gens qui se plaisent à dire, c'est que lorsque on désigne un guide, on lui fait confiance et on le désigne parce qu'on lui reconnaît une capacité à trouver le juste milieu dans un environnement où plusieurs expressions se manifestent. Et c'est parce qu'il est conscient de la difficulté à gérer un pays comme le Cameroun qu'il a pris à certains moments à contre-pied les désirata de ses compagnons militants. Je vais revenir en 1990, lorsque nous étions dans les années de Braise. On a vu le RDPC marcher contre le multipartisme. Il a quand même décidé d'instaurer cette loi-là. C'est un indicateur suffisant pour dire que
au-delà de la manifestation ou de la volonté du parti dont il est le président national, le président de la République a su prendre des décisions pour la cohésion nationale. C'est-à-dire qu'il s'est départi de son habit de président national du RDPC pour prendre celui du président de la République du Cameroun pour asseoir de manière consensuelle, de manière partagée, pour reprendre l'expression du professeur, ce qui est bien pour le Cameroun. Voilà, c'est ce que je vais répondre à ces personnes-là. Bon, on a pris note, mais on observe comme un consensus autour de cette table qui fait que les échanges soient aussi cordiaux. Mais je voudrais vous taquiner, vous tous, Vous semblez défier le président Paul Biya. C'est quand même un animal politique. C'est un animal politique de qualité qui n'est pas parfait. Il faut dire les choses. Le président de la République n'est pas parfait, c'est un être humain. Sa gouvernance a quelques insuffisances. La vie de l'homme n'est pas parfaite. La vie de l'homme n'est pas parfaite. Sur le plan notamment économique, on pense que le management peut s'améliorer. Mais ce n'est pas une affaire du président Biya. Sur quel point, par exemple, si vous permettez? Sur le plan, par exemple, de la direction ou de la gouvernance économique, précisément. Sur le plan d'un secteur que je connais assez bien en tant qu'enseignant d'université, le président Biya a créé 10 universités. Aujourd'hui, nous sommes assez à l'aise quand même à l'université. Mais si vous venez à l'université de Yaoundé 2, malgré la volonté du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, malgré la volonté des différents recteurs, nous avons un sérieux problème d'infrastructure. Moi, je n'ai pas de bureau à l'université de Yaoundé 2. Il y a des bureaux dédiés aux enseignants. Mais nous sommes 3, 4, 5 par bureau, des petits espaces. Voilà par exemple des choses qui manquent. Mais au niveau du personnel enseignant, le président a beaucoup travaillé là-dessus parce que nous sommes aujourd'hui en capacité d'encadrer nos étudiants de toutes les 11 universités. Et ça, c'est quelque chose qui a été parfaitement réussi par le gouvernement. Est-ce que sur ce plan-là, on n'est pas en train d'évoluer progressivement? Vous avez vu les députés à l'Assemblée nationale après l'incendie que l'institution a connu. Les sénateurs squattaient le palais des congrès et d'autres maisons dans les quartiers. Aujourd'hui, je crois que le monde entier admire le Cameroun. Tout à fait. Nous sommes, les députés en particulier, nous sommes aujourd'hui les stars de la République, puisque nous sommes parmi les plus hauts perchés de la République. Donc je crois que nous sommes très fiers de ce que, grâce à la coopération avisée du président de la République, que nous soyons dotés d'un palais de cette majesté. Et c'est vrai que nous avons perdu, et il semble que peut-être que nous avons bien fait de perdre l'ancien immeuble pour gagner celui dans lequel aujourd'hui, d'ailleurs, je voudrais annoncer, profiter de l'occasion de ce plateau pour dire que le 25 avril, il y aura une grande cérémonie du baptême de ce majestueux palais au nom du président de la République. Vous dites le 25 avril? Le 25 avril. Donc je crois que c'est pour dire, les députés voudraient dire merci. Et je voudrais dire au nom, je n'ai pas la prétention de parler au nom de qui que ce soit, mais je pense que les députés voudraient dire merci à son Excellence Paul Biya d'avoir doté notre institution d'un outil qui nous permettra de travailler dans la sérénité et dans le confort nécessaire. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à la question qui nous préoccupe, parmi les instruments mis en place pour promouvoir la démocratie apaisée, il y a eu l'accélération, l'approfondissement de la décentralisation avec tous les effets bénéfiques que nous connaissons après la tenue du grand dialogue national. Alors, à l'heure de l'évaluation, on constate quand même que l'on est toujours quelque peu loin du compte, surtout quant à ce qui concerne le retour à une paix définitive dans les régions concernées. Il y a des plans d'aménagement qui sont effectués, programmes de reconstruction, des programmes présidentiels en plus de reconstruction, de développement qui sont mis en place et les gens sont à pied d'œuvre, mais la paix, le retour à une paix définitive semble toujours faire du sur place. Quelle explication donner à cela? La question est tu veux prendre la parole? Je voudrais réagir. Je vous en prie. Je veux dire que
ça a trait au caractère humaniste du président de la République. Si ça avait été en d'autres temps, l'honorable ne va pas me contredire, si ça avait été en d'autres temps, on aurait rasé une dizaine de villages, on aurait fait le mariage militaire, et puis aucun média n'en aurait parlé, et puis on aurait continué notre bonhomme de chemin, parce que ça s'était fait en d'autres temps. Mais nous avons un président de la République qui est essentiellement humaniste. C'est une grande qualité. Pour les militaires, peut-être que ça peut être un élément de ralentissement de la résolution sur le terrain. Pour les politiques que nous sommes, évidemment, pour ceux des moins, des moins tempérés, nous pensons que, enfin, ceux qui le pensent qu'il prend trop de temps, mais en réalité, c'est lié à son caractère. C'est lui le chef des armées. Je pense qu'il a bien compris que la résolution de ce problème ne peut pas être uniquement militaire. Elle est aussi politique, elle est aussi culturelle. Il faut donc résoudre les trois en même temps. Mais elle est aussi diplomatique parce que les intrusions dans ce problème-là viennent aussi de l'extérieur. Et donc, il doit manœuvrer sur tous ces terrains-là à la fois pour résoudre un problème où on a l'impression que les choses stagnent. Non, elles avancent, elles évoluent. Ceux qui étaient là et qui ont vu les choses dégénérer en 2016, s'aggraver en 2017, peuvent dire en 2025 qu'on est loin de cette période de turbulence. Tout n'est pas résolu, mais on voit bien que même à l'international, nous avons des réponses positives aux sollicitations du Cameroun pour la résolution de cette question-là. Ça va peut-être aux yeux de certains trop lentement, mais si on veut pas passer par perte et profit les vies humaines, on n'a pas le choix que d'aller calmement, lentement pour obtenir une réponse et une solution définitive à cette question-là. Yes. Madame Amadou Toumouna, quels sont les échos qui vous parviennent du terrain de votre nord-ouest natal, par exemple? And particularly what I want to add is, with this decentralization, how is it impacting those people who are going through all these difficulties over there? Is it really on? Is it practiced effectively? Yes, I think peace is a process. And as I said earlier, the head of state is very prudent. Even in solving the issue of Bakassi, he never went head on with Nigeria. I think it is his style, and the style is beneficial to us because it gives us the stability. We're not opening so many fronts because that could have happened. And imagine it's really jeopardy in all the areas. I think that in the Northwest today, there's certain in my area in Momo, people are beginning to travel. I constantly speak with some members of my family who are there, and they tell me that it's a bit better once in a while. And then another thing I should say is that when you take up war, it has changed face already. What we were hearing in the beginning is not the same thing. Yeah. And then on the social aspect, people have lost so much. Crime will increase. Generations have lost their lives. What will happen to those young girls who got pregnant? What will happen to those girls who stopped school? So it is not like a magic one where you just say, okay, everything stops. Even if you took on war or eliminating all the people, you would still have a process to deal with. Their traumas, there's so much in depth. And I think it is through the generations that all of this will be at peace. And I want to say this in all humility. It is not easy to go through a phase like this. I'm sure the people who even encouraged this are regretting today. But they can only cry over spilled milk. I think that the head of state, in the trend that we have seen, and I keep coming back to Bakassi, I heard one of our elder statesmen tell us that he was always preoccupied
by the fact that when you go on ground, you don't see a borderline saying that this is Cameroon and this is Nigeria. And it only takes a wise man to be able to see beyond all the legal text and everything. So I think that we should be grateful to have leadership like that. I cannot say otherwise. It may disturb other people, but I think I have to take ownership of who the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, is to us. He is a wise man, and we have been stable and respected internationally because of all his moves. And I think he can become even a case study in politics. I'm saying this. And a Nobel Peace Yes, winner. yes, but also study his politics because there's originality. He is unique in his style. He talked about time. He talked about, we've been talking here about the essence of somebody who has special gifts, who is able to do things that no ordinary Cameroonian can do. And you don't bestow trust into anybody's hands. So I think that is part of the link he has also. He commands the respect, no matter what we see. So I think that is the link we have. And that is why 2025 is a very reassuring period. It doesn't mean that we don't have challenges. Had it been someone else, we'll still have challenges. But I think the stewardship is very clear. And it is also giving us lessons for posterity. Talking about peace, you can't develop a country without peace. So Honorable, il y a un autre front qui vient de se réveiller en se rappelant dramatiquement à la conscience des Camerounais avec les événements de Vulgo. C'est à la frontière avec Fotokol, dans votre département d'origine, le Logo-Nechari. Alors, sur ce front-là, qu'est-ce qui peut justifier le réveil brutal et dramatique de ce front? On le croyait aussi calme. On disait qu'il ne restait que quelques points de résistance que l'on maîtrisait. Qu'est-ce qui peut justifier ce nouveau réveil? Avant de répondre à votre question, je voudrais renchérir avec la position de Madame le ministre Mouna. Les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'entrer en guerre, c'est un désastre qu'on ne peut pas rattraper. Tous les pays qui sont en guerre, parce que moi, étant au Logo-Nechari, dans le bassin du lac Tchad, je sais ce que ça veut dire, des États en guerre. C'est vraiment la désolation, la souffrance gratuite qu'on impose à des populations qui n'ont rien demandé. Parce que certaines personnes qui voudraient, pour des égos personnels ou pour des intérêts personnels, ou ayant négocié. Parce que tout de suite, là, le professeur parlait de la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? Quand on voit un peu le Soudan qui s'est divisé en deux, c'est le fait de la communauté internationale. La Libye qui s'est désagrégée, c'est la communauté internationale. Aujourd'hui, le Congo, ex-Zaïre, qui est complètement dans la souffrance, c'est la communauté internationale. Parce qu'il y a des gens des marchands de guerre qui voudraient imposer une situation pour en profiter. Donc moi je crois que les gens ne peuvent pas s'imaginer les conséquences d'une guerre. Et tantôt je disais, madame, tout de suite que ceux qui le font généralement ne sont pas avec nous ici. Les instigateurs de ces guerres-là, ils manipulent, ils ont je ne sais pas quel pouvoir ils ont sur les populations pour les amener à faire la guerre. Et aujourd'hui, effectivement, la catastrophe humaine est incommensurable. Donc, je voudrais dire même que déjà, les statistiques que j'ai ici, par exemple, sur les plans, les établissements scolaires primaires sont passés de 22 500 à 21 000. Parce que certaines écoles ont été abandonnées dans les zones de guerre, aussi bien dans le nord-ouest, le sud-ouest que chez nous, où Boko Haram sévit. Les statistiques sur l'extrême nord? Oui, non, c'est tout le Cameroun. C'est tout le Cameroun. Oui, c'est pour dire qu'il y a des écoles qui ont fermé, qui ont disparu. Et ces enfants-là, peut-être que même 10% ne peuvent pas se rattraper. Ils vont peut-être se prostituer, aller consommer de la drogue, et ainsi de suite. Donc voilà les conséquences d'une guerre. Et en ce qui concerne la question de Boko Haram, là également, quand on voit la technologie, là, les armes qui ont été utilisées, ce n'est pas l'effet de quelques petits affamés qui cherchaient, ou bien des prédicateurs qui voudraient changer. Non. Au-delà de la prédication, il y a... Vous savez que tous ces pays qui ont dirigé le monde sont en train de s'appauvrir. Parce que ils vivaient à nos dépens. Et ils ne voudraient pas voir aujourd'hui que tout cela leur échappe.
Et ils ont donc une sorte de soft power qu'ils utilisent pour nous amener à la table de négociation. Donc, quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé à Boulgo, c'est une ville nigériane qui est située à peu près à 10 km de la frontière avec le Cameroun. C'est la force multinationale qui est installée là-bas, composée essentiellement des Camerounais. Mais d'après les informations que nous avons, les armes qui ont été utilisées ne sont pas les armes que nous connaissons de tous les jours. C'est des armes extrêmement puissantes. Donc c'est dire que ce n'est pas ces petits villageois qui vivent tout autour du lac Tchad là qui peuvent posséder ces armes. Non seulement ils ne peuvent pas posséder ces armes, mais ils ne peuvent même pas les manipuler. Et les informations nous viennent que parfois, il y a des gens, des instructeurs qui viennent de très loin, qui sont là. Donc vraiment, la question de la sécurité dans ce bassin-là, cette phase de dormance, c'était pour nous endormir. Et maintenant, ils se sont progressivement armés, ils sont devenus très puissants et je pense que les pays autour du bassin du lac Tchad ont intérêt à se mettre ensemble pour mettre un terme à tout cela. Le défi sécuritaire, c'est donc l'un des défis à relever. Yes, yeah, definitely for a president who will be elected in October. But I want to come to you, Professor. One of the characteristics of President Paul Biya's democracy, this peaceful democracy we're talking about, is he takes care, not just bringing in political parties to rule with him, but he takes care of their functioning. They receive monies now and again whenever elections. You know that very well. And also, we have President Paul Biya who organizes regularly elections in Cameroon. Surely that's important. Mais je l'ai déjà rappelé, c'est-à-dire que le président de la République a mis en place au Cameroun un système politique libéral. La constitution du Cameroun est inscrite dans la théorie libérale. C'est-à-dire que depuis au moins 1992, il y a l'organisation régulière des élections au Cameroun, qu'elles soient locales ou présidentielles. Le Cameroun n'a jamais sauté. Quelles que soient les circonstances, il y en a eu 3. Quelle que soit la conjoncture économique internationale, le Cameroun a toujours respecté l'organisation des élections. Évidemment, lorsque les élections locales sont repoussées, par exemple, de quelques mois, cela est toujours prévu par les textes. Le président Biya est un légaliste. Et il faut le rappeler, il faut le lui reconnaître. Il n'y a jamais eu d'élection présidentielle, c'est-à-dire d'année où il y a une élection présidentielle, où l'élection ne se tienne pas. Le président Biya respecte toujours le calendrier électoral. C'est pour cela que je tenais absolument à dire qu'il tire son pouvoir de qui? Il ne tire pas son pouvoir d'une puissance étrangère. Il tire son pouvoir du Cameroun, c'est-à-dire des citoyens camerounais. C'est nous qui confions la gestion de notre destin au président de la République. Mais au-delà de cette question, Madame le ministre, l'honorable Kamsoulou et Madame le secrétaire général ont dit un certain nombre de choses extrêmement importantes sur la situation sécuritaire du nord-ouest, sud-ouest et de l'extrême nord. Je voulais absolument revenir là-dessus pour dire une petite chose. Madame le ministre a dit que lorsqu'on commence une guerre, on ne sait pas lorsqu'elle se termine. Mais si seulement vous saviez comment c'est vrai. Le président Biya, lorsque les problèmes sociopolitiques se posent dans le nord-est et le sud-ouest en 2016, commence, mais il ne croise pas les bras. Il crée immédiatement en 2018 un certain nombre d'institutions. Le CNDDR, il a été créé en quelle année? Il a été créé en 2018, me semble-t-il. Le président Biya met sur pied le code sur la décentralisation en 2019. Où il y a le statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis les gens, qu'est-ce que les gens veulent? Oui, le grand dialogue national, Madame le ministre, le grand dialogue. 2019. Mais comme en 91 avec la tripartite. Je vous rappelle qu'en 91, à partir de 90, la plupart des présidents en Afrique au sud du Sahara qui ont organisé les élections présidentielles les ont perdues, la plupart. Mais le président Biya est resté au pouvoir. Pourquoi? Par sa façon de se comporter, par sa façon de gouverner. Et donc, au lieu de prendre les enfants du nord-ouest, les enfants du sud-ouest, les enfants de l'extrême nord, et d'envoyer l'armée là-bas faire la guerre, une guerre conventionnelle, mais ce ne sont pas les enfants du Cameroun. La réponse du président, c'est que ce sont mes enfants. Et ils ont fauté, d'accord. Ils ont pris les armes, d'accord.
Ce que je décide de faire, c'est de les ramener à la maison, c'est de leur parler, c'est de les écouter. C'est pour cela qu'il existe le Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration. C'est une idée d'une ingéniosité, peut-être que nous ne mesurons pas assez, de faire en sorte que malgré les fautes qui ont été commises par les jeunes Camerounaises et surtout les jeunes Camerounais que nous sommes dans ces régions-là, eh bien de les réintégrer dans la société en leur permettant d'apprendre des petits métiers pour pouvoir se réinsérer dans la société. C'est le président de la République qui l'a fait. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui pensent qu'il faut envoyer l'armée dans le nord-ouest. Il faut envoyer l'armée dans le sud-ouest. Oui, il faut envoyer l'armée dans l'extrême nord. L'extrême nord, pourquoi? Pas pour combattre les enfants de l'extrême nord, pour combattre les insurgés étrangers qui viennent des pays limitrophes du Cameroun et qui sont manipulés par ces puissances étrangères dont on parle ici. And they want part of Cameroon. Bien sûr. I also wanted to, just dive into what he's saying. It's very important to note that the President of the Republic has solved all the problems we've had by our own army and our own people. He's taken, it is very, very important. Why? It's to show the statesmanship and to show also the value that he trusts in our own army. Our own army is well organized and also very professional. I think solving issues, that is one of the things that have really impressed me in what I see, is the jealous way in which the president keeps this country. Nobody comes in to tell us what we do about ourselves. Wouldn't you be proud to be a Cameroonian? Because you have a head of state who makes sure that everything that needs to be done is done by us and ourselves. You go into other areas, mining, be it what, you find Cameroonians, even in the economy, you find Cameroonians who are there, working there. In other countries, you don't have that. And I think I can multiply that, but it's just to say that it is very impressive to see that he has given trust and confidence to the army. Yes, yes, sir. Je voudrais rappeler quand même qu'il est bon de préciser à nouveau que la guerre du nord-ouest et du sud-est est une guerre politique, qu'il faut différencier, parce que les gens ont l'impression qu'à l'extrême nord également, il y a une sorte d'insurrection. Non, les situations sont différentes. C'est complètement différent. Il faudra savoir que c'est une guerre d'envahissement. Tout à fait. Merci pour la précision. Je pense que c'est bon qu'on ne dise pas que là-bas c'est une guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre, c'est une agression extérieure. Extérieure, tout à fait. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce que le professeur a dit lorsqu'il dit qu'il ne faut pas envoyer l'armée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour faire la guerre. Attendez. Il y a des velléités de sécession dans le nord-ouest et le sud-ouest, au départ, en 2016. Et des populations civiles sont prises en otage entre les bandes armées sécessionnistes, ce qu'on peut appeler ça miliciens comme on veut, et puis les Camerounais, les citoyens camerounais. La majorité se déploie dans les zones dites francophones, si on veut les différencier par leur langue. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles quittent leur lieu de vie. Si on n'envoie pas l'armée là-bas, on fait quoi? On laisse le terrain libre d'accès à toutes ces milices-là. Ce serait un no man's land. Si nous avons pu maintenir la sécurité, on va dire, le niveau de sécurité qu'on a atteint là-bas, c'est bien parce que le président Paul Biya a posé en son temps l'acte salvateur. Il a réorganisé l'armée. Parce qu'il a bien compris, je vous ai dit, tout vient de sa formation. Il a bien compris que qui veut la paix prépare la guerre. En réorganisant l'armée sur 3 axes, le rajeunissement des effectifs, la professionnalisation et le renforcement des capacités, il a permis à ce pays de tenir face à l'agression
que nous vivons. Et lorsqu'on dit que le nord-ouest et le sud-ouest, il ne faut pas envoyer l'armée, il faut envoyer l'armée lorsque les populations civiles sont mises en danger. Ce n'est pas la police et la gendarmerie qui peuvent gérer ça. Parce qu'en face de ces corps armés, nous avons des milices qui sont surarmées, qui sont effectivement armées par, on va dire, bon, des protagonistes étrangers qui ont intérêt à ce que ces zones-là soient maintenues dans l'insécurité. Alors, ce que j'essaye de dire, parce qu'il faut que la secrétaire générale du FSNC me comprenne bien. D'accord. Ce que j'essaye de dire, c'est que, en tant que professeur à l'École supérieure et internationale de guerre, vous savez, l'armée fonctionne par catégorie. Les enfants qui ont entre 15 et 25 ou même 30 ans, qui sont des jeunes Camerounais, qui ont été instrumentalisés, qui ont été manipulés par un certain nombre de leaders qui travaillent pour la sécession dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ces enfants-là, le président pense à travers ces différentes initiatives qu'il convient non seulement de les récupérer, de les réintégrer, de les démobiliser, de les désarmer, de les réintégrer, de les réinsérer dans la société camerounaise. C'est pour cela qu'il a créé le DDR. Je suis bien d'accord avec vous que pour les forces qui viennent de l'extérieur, parce que n'oublions pas que nos régions, nos belles régions du nord-ouest et du sud-ouest sont limitrophes d'autres pays étrangers, mais il y a des étrangers qui passent par là et qui s'infiltrent au Cameroun au nom de cette guerre pour commettre un certain nombre de crimes, exactement comme dans l'extrême nord. À ces milices-là, à ces milices, et même à l'Est, effectivement, à ces effectivement, à ces miliciens-là, que ce soit dans le nord-ouest, que ce soit dans le sud-ouest, que ce soit dans l'extrême nord ou dans l'Est, rassurez-vous, il y a l'armée pour les traquer. Vous savez, je suis professeur à l'école de guerre, donc je ne peux pas encourager la guerre, mais je sais qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui doivent être pris pour combattre l'ennemi en fonction de sa dangerosité. Même permettre au DDR de mener son activité dans un environnement, on va dire, plus serein. Si l'armée n'est pas là, les enfants n'abandonnent pas la lutte armée. C'est bien parce qu'ils sentent la pression et l'existence réelle de l'armée camerounaise, qui est très professionnelle et qui ne tire pas sur les enfants. That's good enough. Ils viennent dans les camps de démobilisation parce qu'ils s'y sentent plus sécures et ils comprennent en fait que la volonté politique de celui qui dirige ce pays, ce n'est pas de les massacrer, c'est bien de les ramener à la raison. Mais il faut que tout ça soit réuni. C'est ce que je voulais dire simplement. Yes, Honorable, while we're still talking about what Paul Biya is doing for the upcoming elections, probably you can tell us, President Paul Biya has modernized and is diversifying the ID production centers. Now, do you benefit from that in the far north? And ELECAM too is working towards a smooth election in October. C'est certainement l'une des plus grandes nouvelles pour nous dans la région de l'extrême nord et dans mon département en particulier. Vous savez que nous avons des populations rurales qui avaient d'énormes difficultés pour accéder à la CNI. De part déjà que vous avez appris de part et d'autre qu'il y avait des problèmes d'accès aux actes de naissance. Sans acte de naissance, on ne peut pas... And double identity. Voilà, donc je crois que nous nous sommes rapprochés des responsables de CNI et le mécanisme qui est mis en place nous semble plus moderne, plus accessible et la question de la citoyenneté des populations, de nos populations qui sont dans cette zone de turbulence est vraiment était prégnante. Mais nous ne pouvons que remercier son Excellence, le président Paul Biya, d'avoir pensé non seulement à moderniser et à mettre un outil qui, au dire du délégué général de la Sécurité nationale, est un outil qui va être opérationnel. Et à partir du 15 avril, je crois, il se mettra en place un mécanisme dans les régions de l'extrême nord pour permettre à nos compatriotes, parce que celui qui n'a pas de CNI n'a pas d'existence. C'est un homme apatride, flottant. Yes. Et il serait dommage que toutes ces populations-là subissent les tracasseries parce qu'elles ne peuvent pas voyager, elles ne peuvent pas sortir du village. Je crois que pour moi, c'est une nouvelle qui mérite d'être fêtée. Thank you very much, Honorable. At this point, we'll take a short break to proceed with part 3 of the program, where we'll be looking at
Today, Cameroon, a profile of the president that will emerge from the October race. Et demain, le Cameroun, quel profil pour le prochain président de la République? Je pose la question à l'assistance, au regard de la Constitution, au regard du Code électoral et des défis de l'heure dont nous venons d'évoquer un certain nombre. Les défis sécuritaires, il y a aussi les défis économiques, même les défis au plan social. Quel est ou quel peut être, selon vous, mesdames et messieurs, le profil idéal du prochain président de la République du Cameroun? Je commence par l'honorable. Je dirais que nous avons vécu plus de 40 ans de paix, même s'il y a des zones de turbulence que nous avons traversées. Et le chef de l'État a engagé plusieurs chantiers, tant sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan de la démocratie, que sur le plan économique. Tout n'a pas été parfait. Et je crois qu'il est le seul, pour moi, à pouvoir parachever cette œuvre qu'il a engagée. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure que le temps avance, les défis sont nombreux. Et il a engagé des chantiers de la gouvernance, il a engagé un chantier sur la construction nationale, et particulièrement dans l'extrême nord. Et nous attendons que nos routes soient faites, et je pense qu'il a mis en œuvre tout ce qui est nécessaire. Dans un premier temps, déjà au niveau de la Banque mondiale, il a négocié pour que la Banque mondiale a débloqué les fonds. Je pense que c'est plutôt sur le plan de ceux qui sont en charge de l'exécution de ces travaux qu'ils ont fauté quelque part. Il a fallu que nous reprenions à nouveau ces chantiers. Et je ne parle pas que de l'extrême nord, je pense que dans tout le Cameroun, il y a des grands chantiers qui nous attendent. Et nous pensons qu'il est la personne la plus indiquée compte tenu de son expérience, et il faudra capitaliser cette expérience qu'il a pour pouvoir mener à bien le Cameroun à l'émergence que nous souhaitons tous. Vous dites bien capitaliser la grande expérience qui est celle du président Paul Biya. Votre discours porte sur des chantiers. C'est un terme qui est revenu. On a quand même passé du septennat de grandes ambitions au septennat de grandes réalisations. Et maintenant, nous sommes en train de clôturer le septennat de grandes opportunités. Mais vous parlez toujours en termes de chantier. Oui, bien sûr, parce que nous sommes un jeune pays. La croissance démographique est là. De nouveaux problèmes se posent. Les chantiers ne s'arrêteront jamais. C'est un problème éternel. La construction du Cameroun, c'est ad vitam aeternam. Donc, mais nous pensons que c'est ce qui a été engagé. Et quand je disais qu'il faut capitaliser l'expérience qu'il a, parce qu'on peut peut-être penser qu'un nouveau pouvait venir, mais il faudra, on risque de se mordre les doigts parce qu'il y a des résistances internes. Le Cameroun ne sont pas parfaits. Il faut les connaître, les encadrer et tirer donc cette expérience pour mener à bien ces chantiers qu'il a engagés. Je crois qu'il faudra qu'on lui donne la chance à son Excellence, M. le Président Paul Biya, de parachever l'œuvre de construction nationale qu'il a engagée, aussi bien sur le plan matériel, sur le plan de la démocratie, que sur le plan du renforcement des institutions de gouvernance qui existent, mais qui sont insuffisamment utilisées. Madame Soka, vous avez dit à l'entame de ce programme que votre parti, le FSNC, attend encore de voir, avant de consulter sa base, pour se prononcer plus officiellement, plus fermement. Jusqu'à temps, allez-vous attendre? Si vous revenez sur la question, ça veut dire que ma réponse n'a pas été suffisamment claire. Je vous ai dit que depuis que nous avons créé ce parti, notre modus operandi est le même. C'est-à-dire qu'à l'avènement des échéances électorales, nous nous dirigeons vers notre base, d'abord pour l'écouter. La première action que nous faisons, c'est toujours d'encourager d'abord nos militants et nos sympathisants à s'inscrire sur les listes électorales. Vous ne pouvez pas décider de qui va conduire la nation si vous ne pouvez pas exprimer votre vote, votre décision. Donc la première action, c'est d'abord de dire aux gens, allez vous inscrire. Si vous voulez garder le pouvoir de décider de qui va vous conduire. Ça, c'est la première action. La deuxième action, ça va être ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur le terrain, interroger la base.
interroger le terrain pour comprendre quelles sont les difficultés s'il y en a, comment est-ce qu'on peut les aborder et s'il n'y en a pas, comment nous allons nous déterminer sur la fin du processus. Le processus a été celui-là en 2011, en 2018, il est le même en 2025. Donc quand vous dites jusqu'à quand, nous venons à peine de faire deux meetings il n'y a pas longtemps où nous rappelions à nos militants que s'inscrire fait partie du process et que s'ils ne s'inscrivent pas, ça ne servirait à rien que nous discutions avec eux puisque nous n'aurions pas de possibilité d'exprimer nos choix. Donc, nous venons à peine de les terminer, que déjà vous nous demandez de terminer le process. Nous sommes en plein process et vous savez que le président du FSNC est exactement comme l'homme avec lequel il travaille depuis 20 ans. Il a 20 ans de présence au gouvernement, c'est-à-dire y compris la partie où il était à l'UNDP et où il a été ministre des Transports. 20 années, on ne peut pas nier un bilan, n'est-ce pas, lorsqu'on a participé pendant 20 années. Donc vous assumez le bilan du président de la République Paul Biya? Bien entendu, ce serait malhonnête politiquement de ne pas le faire et vous savez très bien, connaissant la personnalité du président national du FSNC, que ce n'est pas homme à se dédire, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans un process, laissez-nous faire, c'est nous les politiques, vous êtes des journalistes, laissez-nous mener jusqu'à terme notre activité, parce qu'elle participe, c'est bien pour ça que je vous réponds pour la deuxième fois à cette même question, pour dire laissez-nous mener notre barque, parce que je pense que nous savons exactement ce que nous faisons et comment nous allons y arriver. Et de toute manière, soyez-en sûrs, nous allons reprendre les propos de Monsieur le Président, vous le saurez en temps opportun. Merci pour ces précisions. Professeur, c'est difficile de demander à un politologue pour qui il vote. Mais dans le cas d'espèce. Écoutez. And I would like you to also say something about that constitution, electoral code for the president, and then somebody else giving us conditions. Écoutez, le vote étant secret, lorsque la période de vote est passée, on peut dire pour qui on a voté. Ça, c'est pas secret. En 2018, j'ai voté le président Biya. C'est évidemment que je l'ai voté parce qu'il y avait qui en face? Il y avait le désordre en face. Il y avait une certaine jeunesse, je vois un congénère qui était également candidat à l'élection présidentielle. Mais vous pensez que le Cameroun, c'est une plaisanterie? La situation a-t-elle changé aujourd'hui? Mais la situation a changé. Ceux qui étaient deuxième et troisième en 2018 nous ont bien montré qu'ils n'avaient pas les capacités de diriger un pays comme le Cameroun. Écoutez, je voudrais d'abord répondre sur la question de la Constitution. Que dit la Constitution et que dit le Code électoral sur le profil du candidat à l'élection présidentielle? Parce que vous parlez du profil idéal du futur président de la République du Cameroun. Il faut d'abord indiquer que la Constitution indique la borne inférieure de l'âge 35 ans du candidat à l'élection présidentielle qui est de 35 ans. Pour le code électoral, ça c'est en ce qui concerne la Constitution. Pour être candidat, les conditions sont connues. Vous devez être membre d'un parti politique qui a des élus. Si vous n'êtes pas membre d'un parti politique qui a des élus, vous pouvez présenter une candidature indépendante au Cameroun, à condition de réunir 300 signatures, dont 30 par région. Donc, la Constitution dit 35 ans, le Code électoral vient préciser un certain nombre de choses sur les modalités pratiques de candidature à l'élection présidentielle. Alors, moi, je ne vois pas en quoi un candidat qui aurait 92 ans ou 93 ans, ou même, pourquoi même pas 100 ans, n'aurait pas l'énergie nécessaire pour conduire des politiques publiques d'un pays comme le Cameroun. Je vais revenir sur ce que Madame le ministre a dit et qui est très pertinent. Nous avons besoin d'un candidat en 2025 qui assure la continuité de la cohésion sociale au Cameroun. Nous avons besoin d'un candidat à l'élection présidentielle en 2025 qui continue à travailler pour l'unité nationale de notre pays. Nous avons besoin d'un candidat qui travaille pour le maintien de la paix, cette paix qui a été fragilisée dans certaines régions de notre pays. Il faut que cette paix revienne. Ça va prendre du temps. Nous avons besoin d'un candidat qui maintienne la paix dans notre pays. Nous avons enfin besoin d'un candidat qui travaille pour le développement social et économique
de notre pays. Et je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez la chance d'avoir un président de la République comme Paul Biya, s'il se sent encore les ailes, s'il se sent encore l'énergie, mais pourquoi pensez-vous que vous devez vous séparer d'une sagesse, d'une bibliothèque comme celle-là? Si le président Biya est candidat en 2025, je vais vous dire tout de suite, moi je voterai pour lui. Parce qu'il nous a montré que maintenir un pays comme le Cameroun dans la cohésion sociale et l'unité nationale, M. Jean Atangana, rassurez-vous, ce n'est pas une chose facile. Si le président Biya est candidat, je pense que les Camerounais doivent encore lui renouveler leur confiance afin qu'il termine la mission qu'il a commencée. Je vais terminer en disant ceci. Qui est candidat en face? Les candidatures sont déclarées aujourd'hui, mais elles ne sont pas encore connues officiellement. On va voir si ce sont les nains de 2018 qui reviennent. Excusez-moi, mais le président Biya n'en fera qu'une bouchée, comme en 2018, avec peut-être plus de 70%. Vous n'avez pas beaucoup de considération pour ce que vous appelez les nains? Vous savez, moi je travaille... Il s'agit des compatriotes. Oui, non, ce sont des nains politiques. Ce sont des nains politiques. Donc c'est bien consacré. Moi je travaille en sociologie électorale. Donc mes ouvrages, mes articles, c'est sur le terrain. Je voulais que cela soit bien dit. Oui, ce sont des nains politiques. Voilà. Well, yes, il était en train de conclure. Je m'excuse de l'avoir interrompu. Je voulais dire que si ce sont les mêmes nains politiques qui reviennent en 2025, vous allez voir ce que le président Biya aura comme résultat en 2025. Et je vais vous le dire, et je le dis souvent aux partis politiques d'opposition, le code électoral n'est en rien sur leurs échecs aux différentes élections. C'est leur incapacité de s'organiser, de construire des stratégies politiques crédibles, n'est-ce pas, pour affronter une machine comme le RDPC et son candidat, son champion à l'élection présidentielle, qui fait que, eh bien, ils connaissent des échecs à toutes les échéances présidentielles. C'est leur incapacité de s'unir, leur incapacité de s'allier, leur incapacité de coaliser leurs forces, qui fait que le président Biya restera toujours là. Évidemment, il a une offre politique, il a toujours un projet politique. Et le mot phare du projet politique du président Biya, c'est la paix. Vous voulez prendre la parole, madame? Oui, c'était juste pour apporter une petite anecdote. Je vais vous le dire en français. Oui, there's no problem. You are in Cameroon, yeah. Yes, double signal to say that is part of the deal. The deal is to become bilingual and to be Cameroonian and be able to speak both languages. Donc je voulais dire ici une petite anecdote par rapport, j'ai eu le privilège de rencontrer un très haut fonctionnaire, je vais taire son nom, mais international, d'origine japonaise, mais il avait une autre nationalité. J'ai eu le privilège de l'accompagner après une audience avec le président de la République. Et il me dit ceci, Madame Mouna, you have the president, your president, President Biya, is a very big statesman. I'm a Japanese and I know I'm of Japanese origin. He can work for any country in this world. He can rule any country in this world. I had a wonderful audience with him. He never touched any notes, answered all my questions before I could ask them. And the only thing I told him is that, Mr. President, you are a visionary. You are ahead of your time, 50 years beyond. En avance sur son temps. Alors, that means in French. It means that il est en avance sur son temps de plus de 50 ans. Et il espère que les Camerounais vont savoir qui ils ont en face. Le reste nous intéresse aussi en français. Il a eu une longue audience avec le chef de l'État. Voilà. Sans aucune note, sans aucune note, il a répondu à toutes ces questions. Et après avoir répondu à toutes ces questions, le seul mot qu'il a eu à prononcer après l'audience, avec beaucoup d'autres choses, mais c'était que le président de la République avait une avance de 50 ans sur
beaucoup sur son temps et faisait aussi l'effort de revenir pour être le général exemplaire qui ne laisse pas ses troupes. Et ça vient d'un très haut fonctionnaire japonais qui était d'origine américaine. J'avais eu le privilège de l'accompagner. Et j'étais tellement fière de ce témoignage qui venait de quelqu'un qui n'avait aucun besoin même de partager cela avec moi. Et je l'ai beaucoup remercié. Et je pense que parfois, il faut être quand même de bonne foi et reconnaître si on a en face de soi quelqu'un, malgré tout ce qu'on peut dire. C'est ce que je souhaite. Avec votre permission, je voudrais que l'on conclue sur cette belle note, sauf s'il y avait encore... Je voudrais tout simplement dire qu'au-delà de l'aspect mystique ou mystérieux du chef de l'État et l'incarnation qu'il a dans la conscience collective des Camerounais, il faut dire quand même qu'il y a quelque chose qui relève du miracle. Quelqu'un qui se trouve dans le Logone-Chari, peut-être dans la ville de Hil-Lalifa, aux confins du lac Tchad là-bas, qu'il ait un attachement sentimental aussi puissant pour un homme qu'il n'a jamais vu, dont il ne connaît même pas l'ethnie ni la religion. Mais je ne vois pas aujourd'hui le Camerounais qui peut opérer ce miracle, de pouvoir rassembler les Camerounais des 4 coins du pays. C'est le miracle de la grâce. Voilà, donc moi je crois que c'est aller à contresens et pouvoir renverser cette tendance. Il va falloir se réveiller tôt ou ne pas dormir du tout. Yes. Okay, now as we conclude this program, I just want you to tell me if you were in front of President Paul Biya and you wanted to give him an idea about how he can run the 2025 presidential election, what would you tell him? Just one idea. I begin with you, Prof. Si j'étais en face du président de la République, je lui dirais, Monsieur le Président de la République, pour le septennat qui arrive, au cas où vous serez candidat, nous souhaiterions que les décisions qui sont prises par vous soient plus vite mises en œuvre par le gouvernement. Voilà ce que je dirais au président de la République. Yes, madame. Si j'étais en face du président de la République... Vous êtes face à la République en ce moment. Oui, non, face à la République, c'est une chose. Face au président de la République, c'en est une autre, je peux vous le dire. Donc, alors, si j'étais devant le président de la République, ce que je dirais, c'est que s'il est élu président de la République pour le prochain septennat, en plus de ce que le professeur vient de dire, je lui dirais de terminer à réparer ce qui doit être réparé. Il y a des blessures qui méritent d'être soignées. Il a la possibilité de le faire, qu'il le fasse. Et c'est pourquoi je reviens sur le profil maintenant du candidat. Au-delà du profil juridique et légaliste que le professeur a indiqué, le candidat à l'élection et le prochain président devra être un mélange de tout, de culture, parce que nous voyons bien qu'en face, les candidats, les différents politiques qui s'expriment manquent énormément de culture, pas seulement de culture politique, mais aussi de culture de leur pays, de la connaissance de leur pays. Il faudrait que cette personne-là ait une parfaite connaissance du Cameroun profond, une parfaite maîtrise des programmes à venir, des problèmes que traverse le Cameroun et apporte des solutions à ces problèmes-là. Et je voudrais dire une chose, c'est que le fameux slogan sur le panafricanisme, moi j'appelle ça des slogans politiques, il y a de cela 60 ans. L'homme qui préside aux destinées de ce pays les a mis en route sans nous en dire un mot. Alors même que le mot panafricanisme nous était encore inconnu et peut-être que le professeur n'était pas encore né. Nous avons vu dérouler ce qu'aujourd'hui... Le national né en 1982. Bon, donc vous voyez qu'il n'était pas encore là quand nous étions déjà en train de regarder ce programme se dérouler. Et cela vient de ce que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est sa formation qui fait l'homme. Le politique de demain qui voudra prétendre être président de la République devra relever le grand défi de ressembler à celui qui préside aux destinées
de ce pays par sa pleine maîtrise de son pays et son amour et son attachement pour ce pays-là. Parce que ça, c'est le mot de la fin que je voulais dire. Si nous avons demain un président qui n'aime pas le Cameroun autant, sinon plus, que le président Paul Biya l'a aimé, ce n'est pas la peine qu'il soit candidat. Yes, Honorable. Oui, je pense que le bien le plus précieux pour lequel nous luttons tous, c'est la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien construire dans ce pays. Et si j'avais quelque chose à dire au président de la République, c'est de continuer à œuvrer pour que la paix soit renforcée, afin que l'intégration nationale devienne une réalité. Parce que nous traînons des boulets dans ces pays qui sont... Il y a des forces centrifuges et une sorte de repli identitaire qui constituent des véritables menaces à la paix. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est de renforcer la gouvernance. Parce que nous avons, dans ce pays, il ne faut pas se cacher, nous avons des problèmes de gouvernance. Et cette gouvernance nous donne l'impression que nous n'avons pas de sentiment de patriotisme. C'est comme si nous n'aimons pas notre pays et que nous nous aimons nous-mêmes plus que notre pays. Et je crois qu'il faudra que cette tendance-là soit inversée. Parce que beaucoup de Camerounais voient des fortunes qui ne se justifient pas autour d'eux. Et il y a un sentiment de frustration qu'il va falloir qu'effectivement cette politique de rigueur et de moralisation soit remise au goût du jour et appliquée avec toute la rigueur qu'il faut. Voilà ce que je veux dire. Yes, Madam, we've heard the consolidation of peace. So what's your last word? Well, if I have the honor and the privilege to speak directly to the head of state, President Biya, I will first thank him. I'll first thank him for all what he has done for this country and plead with him, and I said it earlier, unity as our founding fathers wanted, and peace. And one last thing, I would plead with him to see how he can make sure the implementation and making sure that when he gives his instructions, they are respected and applied to the letter. Humbly, I would submit that to him. Thank you very much, ladies and gentlemen. We've come to the end of the program, Nation on Stage, this month. I want to thank all our colleagues who are behind the cameras, the journalists and the technicians who are doing a wonderful job out there indeed. I want to thank also our guests here, and we hope that you'll return some other day to throw light on so many issues. Why not before the election? We may still have plenty to talk about. So, Jean, you will conclude. We've heard President Paul Biya, a wise man, President Paul Biya, somebody who shares and all of that. So, you conclude. Eh bien, mesdames, messieurs, tout est dit et bien dit. La République de Platon est convoquée, le pouvoir traditionnel aussi, pour faire l'unanimité autour de la table de face à la République sur la personnalité politique du président de la République, Paul Biya, un homme d'État qui a fait du Cameroun sa tasse de thé. Je devrais dire sa tasse de Mendimozan. Vous savez ce que c'est. Il croit au Cameroun, il pense Cameroun, il croit à ses compatriotes, les Camerounais, sans oublier les pays amis. Le président Paul Biya coalise, cela a été dit sur ce plateau, la triple légitimité traditionnelle, charismatique, légale par voie électorale. La conclusion, dès lors, coule de source au thème de débat sur ce plateau. Lui, Paul Biya, toute analyse faite, reste et demeure l'homme de la situation pour tacler plus efficacement les défis de l'heure, le défi de la démocratie apaisée, le défi de la sécurité, le défi de la paix, le défi du développement économique et social du Cameroun. J'ai fini par là, le défi de la gouvernance. Naturellement, PSTV n'est pas un bureau de vote. L'élection présidentielle 2025, si loin, si proche, reste ouverte. Aujourd'hui donc, prenez votre inscription sur les listes électorales. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour un autre face-à-face sur ce plateau de Face à la République.